Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un Bat Reviews consacré à nos lectures Batman, paru chez Urban Comics au mois de mai 2023. Un mois de lecture assez chargé, avec 6 récits qui vont venir étayer ce podcast. Un podcast que j'anime en compagnie de 2 autres membres de la team Batman Legend avec Benoît, Salut! mais aussi Siegfried. Hello tout le monde. Et un invité avec nous, puisque Thomas Savidan de Comics of the Power est avec nous. Salut Thomas. Bonjour à tous. Alors, écoute, petite tradition, je te laisse un petit moment pour te présenter auprès de nos auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas encore. Alors, je m'appelle Thomas Savidan, j'écris donc sur un site qui s'appelle, Comics of the Power, qui a été créé par, Sonia, une copine. Et puis, je sais pas combien de temps ça doit faire, 7-8 ans que je dois écrire sur le site. Et puis, je suis passionné de comics depuis, l'adolescence. Vu mon grand âge, à l'époque, c'était beaucoup plus Marvel, je suis navré. Ah, Mais, alors on va couper cette partie au podcast. je me mets de plus en plus à DC, surtout en ce moment parce que je trouve que Urban fait un super travail, avec les Chronicles par exemple. Et puis voilà, et puis je fais parfois quelques festivals, comme le Paris Fan Festival, où on s'est croisés avec, Nicolas. C'est Tout à pour ça fait. que tu m'as proposé de venir. D'ailleurs, c'était assez amusant puisque ta proposition s'est passée dans les toilettes, donc c'était un peu douteux, mais bon, Ah, On ne veut Thomas, pas c'est tout déjà le savoir. festival. Thomas, ce qui se passe dans les toilettes du Paris Fan Festival reste dans les toilettes du Paris Fan Festival. Non, mais on était juste à côté d'un gars en cosplay de Spider-Man, donc c'était dans l'ambiance. Voilà, donc non, effectivement, c'est un plaisir de t'accueillir sur ce podcast avec nous. C'est vrai qu'on échange régulièrement de temps en temps, que ce soit sur quelques réseaux sociaux ou autres, et donc du coup, c'est vrai qu'on avait discuté plusieurs fois de dire: «Ça serait bien que tu viennes, dans un podcast Batman Legends», alors te voilà, et c'est cool de pouvoir passer un petit moment ensemble. Un moment que j'espère agréable malgré toutes ces lectures qu'on va évoquer ensemble. Bon, je sais pas s'il y aura une alerte Siegfried ce soir. Je tremble, le doute m'a envahi, mais en tout cas, on va pouvoir évoquer dans un premier temps, avec Benoît, une lecture qui, vient régulièrement au sujet de ces podcasts, hein, puisque c'est les fameux One Bad Day, et celui de ce mois-ci, il est consacré aux pingouins. Parle-nous-en, Benoît, qu'est-ce que ça donne? Donc effectivement, oui, c'est le 3e volume, si je dis pas de bêtises, après, Le Sphinx et Double Face. Donc, Le Pingouin, c'est écrit par John Ridley et dessiné par Giuseppe Camuncoli. Camuncoli. Désolé pour la prononciation. Donc, ça se passe, on va dire, un peu plus tard, hein, dans le futur, où le pingouin a été destitué de son trône du roi de la pègre, et il va revenir et refaire un cheminement pour pouvoir redevenir celui qu'il était. Donc il va s'aider de personnes qui sont ses anciens acolytes, plus ou moins volontairement, on va dire. Et il va essayer de regagner voilà son poste qui a été pris par une personne qui s'appelle Umbrella Man, le parapluie. Et, et bon, on voit voilà tout l'univers de la pègre. On voit un peu, pour moi, un Batman qui est un peu dépassé par rapport à ce qui se passe. Euh, donc c'est un récit qui est passable. Ça se lit, mais sans plus pour moi. Voilà. Ouais, sans plus, c'est vrai. Ça, Pourtant, ça, moi, j'en ai entendu plutôt du bien. Moi, je l'ai pas encore lu, mais on m'a dit que c'était pas trop mal, mais passable simplement pour toi. ouais, Dans ça se lit dans une bien, série ça se lit régulière, c'était bien. sympa, je pense. Mais voilà, mais sinon c'est pas on n'est pas sur quand même un je trouve un label hyper qualitatif sur ces One Bad Day. Il y a rien de il y a même pas quelque chose de commun, à ça. C'est simplement sur des vilains, sur, Si, le prix. Le on prix est commun. C'est 15 € oui, le voilà, tome. c'est ça, exactement, c'est vrai. Mais, enfin, je sais pas, sur le coup, quand on a parlé du Sphinx la première fois, je pensais qu'il allait y avoir ce genre de truc avec, voilà, une journée qui s'est mal passée, qui a entraîné d'autres choses. C'est un peu le cas, mais ça manque de quelque chose de beaucoup plus concret pour moi. Ouais. C'est aussi votre avis, du coup? Thomas, tiens, c'est aussi un peu ton avis, ou plus positif, plus négatif, peut-être? En fait, moi, je trouve qu'il y a le seul point commun, c'est que ça se passe, sur une journée. Donc ça, ils respectent quand même le concept puisque mais c'est aussi le problème, c'est-à-dire qu'il doit reprendre le pouvoir ou tenter de reprendre le pouvoir en une journée. Ça paraît, assez peu crédible, quoi.
Et dans l'ensemble, ouais, je trouve que ce qui est embêtant, c'est que c'est vendu comme des épisodes d'exception, une référence à Killing Joke, dont tu donnes comme un niveau énorme, quoi. Oui, Et en fait, une grosse tu attente, obtiens ouais. 2 épisodes, tu obtiens les 2 autres précédents, mais en tout cas, enfin le précédent, et celui-ci aussi. Tu obtiens un épisode qui est sympathique, mais qui est pas génial, quoi. Tu as une réflexion sur le pouvoir, c'est-à-dire que le pingouin se présente comme le défenseur de sa communauté. Il rassemble un peu les freaks et puis les exclus de la société face à une personne qui est très avide d'argent, donc qui pourrait apparaître comme le grand capital, quoi. Donc il y a quelques pistes intéressantes. Progressivement, on comprend pourquoi le pingouin a perdu le pouvoir, donc ça, je trouve ça pas mal. Par contre, bon, c'est un peu tout, quoi. C'est-à-dire que le dessin, comme Collie, il a été bien meilleur ailleurs. Je trouve que tu vois pas trop pourquoi est-ce que cette œuvre-là serait dans One Bad Day. Qu'est-ce qui en fait une œuvre d'exception, parce que le scénario est pas exceptionnel. Donc ouais, je suis assez mitigé. C'est un épisode Mmh. sympathique, mais sans plus. Sans plus, ça fait 2 fois qu'on finit sur du sans plus, je crois. Ouais. Siegfried, sans plus, le pingouin? Oui, sans plus, c'est même plutôt mauvais. Pas que le récit soit mauvais, mais comme dit, quand il se place dans une gamme qui est supposée être dépressive, comme les One Bad Day, qui sont à chaque fois confiés à un duo ou à une équipe de talents particulière pour des récits, ciselés, bah, on s'attend quand même à mieux et c'est vrai que le Sphinx, même s'il était pas parfait, plaçait quand même la barre quelque part et cette barre semble complètement ignorée ici. Enfin, à chaque fois, on se retrouve avec des récits qui feraient même pas le figure en tant que que simple fascicule de remplissage d'une série. Alors là, les présenter comme des volumes vendus indépendamment dans une question de prestige, c'est assez triste. Comme je partage d'ailleurs tout à fait le concept de Benoît, qui est que le concept lui-même est de plus en plus flou. Autant dans le Sphinx, on se disait bon bah le concept c'est ça, ça fait référence au Bad Day de Killing Joke, et donc à chaque fois ce sont des personnages qui vont faire subir un Bad Day à Batman. Et en fait non, puisque déjà dans Harvey Dent c'était plutôt Harvey qui parlait d'un Bad Day qu'il avait subi. Là le Bad Day c'est le pingouin, mais le pingouin a eu un bad day dans le passé et en fait là ça se passe des mois plus tard on imagine et il revient prendre le pouvoir donc en fait le bad day n'est même pas l'histoire racontée ici et c'est pas un bad day du Batman. Enfin, quel est le concept? En plus, là le récit se déroule en une journée d'accord, mais le Sphinx par exemple ça se déroulait sur plusieurs mois puisqu'on assiste à la prise de pouvoir du Sphinx sur la ville de Gotham. Donc quel est exactement le concept? Est-ce qu'au moins il y a un concept? Est-ce qu'il y a vraiment un cahier des charges qui a été donné aux équipes ou est-ce qu'elles font absolument n'importe quoi? C'est un peu l'impression qui en ressort. Ce qui est décevant aussi, c'est que John Ridley, au début, quand il est arrivé sur Future State, on se disait, ouais, c'est le scénariste qui a obtenu un Oscar pour 12 Years a Slave. C'est un scénariste noir qui est hyper engagé, donc il va faire des récits politiques, pointus, va vraiment retrouver l'esprit politique des comics des années 80, quoi. Et en fait, pas du tout. Déjà sur Future State, c'était assez light, mais là vraiment, à part le Umbrella Man, donc qui est un Afro-américain et qui tue un criminel blanc en disant virez cet Européen de chez moi. Bon, il y a absolument rien qui fasse référence à quoi que ce soit de social ou de racial, donc c'est assez Bah, pauvre. Alors même effectivement, comme on l'a dit, qu'il y a cette prétention du pingouin à représenter une équipe de marginalisés, mais dans les faits, on le connaît le pingouin, ça a jamais été trop le cas. Lui est un personnage marginalisé, on se souvient tous du Batman Returns de Burton par exemple, mais il incarne pas particulièrement, une défense d'une communauté de marginalisés en tant que, chef criminel dans la mythologie de DC Comics. Donc pourquoi en faire ça ici? Et effectivement d'ailleurs le Ridley ne pousse pas particulièrement ce concept parce qu'il sait très bien que ça ne le mènerait nulle part. Problème aussi pour moi du fait que présente donc ce nouveau super vilain Umbrella Man qui a été, le lieutenant, le porte-drapeau, enfin le porte-parapluie du pingouin, donc ça à la rigueur c'est plutôt chouette, d'où son nom, et il se révolte contre le pingouin. Pourquoi pas? On commence quelque part et en fait, on ne fait absolument rien de cette vraie Lamenne. Enfin, c'est un criminel complètement de bas étage qui n'a absolument rien pour lui, rien de spécifique, qui essaie juste de prendre plus d'argent. Enfin, il n'a absolument aucun intérêt, comme un peu tous les personnages ici. Le pingouin a juste une trajectoire qui est hyper linéaire et qui n'a pas vraiment de choses intéressantes. Enfin, tout ce qu'il doit faire, c'est recruter petit à petit des personnes pour avoir une équipe pour finir par battre Umbrella Man. C'est tout. Bon, est-ce que c'est pas un peu light pour un supposé rester de prestige? Surtout, encore une fois, après, même Harvey Dent que j'ai détesté, qui est certainement encore pire que ça, au moins essayer de raconter plein de choses différentes. Là, c'est vraiment une trajectoire linéaire qui est extrêmement pauvre. Et il y a même une trahison du concept du Batman pour moi, puisqu'à un moment, bon, déjà, Batman est humilié par le pingouin, parce que le pingouin lui explique que s'il a survécu aussi longtemps, c'est parce que le pingouin vend des armes aux criminels, mais qu'il fait toujours attention à ne pas vendre d'armes trop fortes aux autres criminels. Comme ça maintient un équilibre du pouvoir.
Donc et Batman n'a jamais compris ça, donc Batman est un crétin, d'accord. Et ensuite Batman autorise le Pingouin à tuer quelqu'un par, parce que lui n'arrive pas à le gérer lui-même. Oui, d'accord, c'est Batman qui autorise un meurtre, en plus par un autre criminel. À quel point quand est-ce que ça rejoint le concept du Batman? Enfin, quelle idée vraiment étrange. À la rigueur, ça peut être une intéressante à exploiter vraiment dans un comics, mais qui devrait justifier à 100%. Là, à aucun moment, on ne comprend pourquoi ce personnage devrait mériter la mort plus qu'un autre. Enfin, c'est vraiment un comics très étrange qui ne parvient pas à raconter l'histoire, qui parvient pas à raconter de personnages, qui parvient pas à respecter le concept du One Bad Day, qui parvient pas à respecter le concept du Batman. Donc, il y a eu pire, hein, Harvey Dent, c'était clairement beaucoup plus foutraque, chaotique et finalement médiocre, mais c'est juste totalement inintéressant. Ouais. Vraiment, cette série des One Bad Day, à mon avis, il faut absolument éviter la collectionner du One Bad Day qui a tenté d'impulser DC Comics et Urban et se concentrer uniquement sur les quelques rares volumes qui peuvent être intéressants. Et ça a pour l'instant été le cas avec les Sphinx, parce que pour l'instant, il faut absolument passer, je pense, sur Harvey Dent ou sur le Pingouin et ne surtout pas céder à cette tentation. Ne cédez pas. Non, effectivement, c'est bon. On a compris plutôt moyen sur ce One Bad Day consacré au pingouin. Si, messieurs, vous n'avez rien à ajouter sur ce récit, je vous propose qu'on enchaîne sur un autre récit qui devrait également nous faire pas mal parler. Cette fois, je vais donner la parole à Thomas pour que tu nous parles d'un récit qui était très attendu des fans ce mois-ci, enfin pour le mois de mai. C'était le retour de Sean Gordon Murphy avec son White Knight, avec Batman Beyond the White Knight, du coup le 3e volume, on va dire, de sa série Batman, de son Elseworld à lui. Parle-nous-en, Thomas. Alors, bah, justement, comme tu le dis, en fait, c'est la suite chronologique des précédents, donc Curse of the White Knight, c'est-à-dire que Bruce Wayne a révélé son double identité et il purge une peine en prison liée aux méfaits qu'ont fait Batman. Donc pendant ce temps-là, la ville de Gotham est beaucoup plus sûre parce qu'il y a une milice privée, la GTO, qui est très efficace et qui dépasse même la police municipale. Et du point de vue des entreprises Wayne, il y a Derek Powers qui a récupéré les actifs de Wayne. Et normalement, en fait, c'était une promesse qu'il avait fait à Bruce Wayne, c'est-à-dire d'utiliser l'argent à des fonds positifs. Et en fait, il utilise ces fonds pour financer la milice privée, donc le GTO. Et en parallèle, il forme un jeune homme, Terry McGinnis, et au début du volume, il vient d'entrer dans la Batcave. Et il est à la recherche d'un costume qui serait surpuissant. Et comme on le voit sur l'image à l'écran, en fait, Sean Murphy s'amuse avec 2 choses. Il s'amuse à prolonger son univers et en même temps, il fait une référence où il intègre à son univers la série animée qui se passait dans le futur Oui, Batman de Beyond, Batman. tout à fait. Ouais. C'est ça, Batman Beyond. Batman Et la avec relève c'est en ça, VF. Ouais. c'est ça, avec justement Terry McGinnis. Donc ça, c'est pour le résumé global. Globalement, moi, j'ai passé un bon moment, surtout par les dessins. Je trouve que Sean Murphy reste un excellent dessinateur et c'est vraiment quand même visuellement très agréable à regarder. Moi, je l'ai regardé en couleur parce qu'il y a aussi une édition en noir et blanc, mais je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment en couleur que ça Ça, prend. je te rejoins. La couleur de. Alors, j'arrive jamais à dire son nom, mais. Bon Euh, vilain, c'est pas ça? non, Attends non, que je regarde. Dave Stewart. non, 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 non. Non, 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 c'est Matt Hollingsworth, là. Ah J'arrive d'accord. jamais Non, à dire son nom. Hollingsworth a laissé sa main à Dave Stewart sur Beyond the Ah, White sur Knight. celui-là? Ok, d'accord, Ouais. pardon. Je confonds avec les autres volumes. Et effectivement, mais je trouve que la couleur est très proche quand même de ce qu'on avait sur les 2 autres volumes. Et je trouve Ouais. effectivement que ça marche très bien. Moi, pareil, je suis comme toi, je préfère la version colorisée en noir et blanc. Ouais. Après, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a toute une réflexion sur la famille, et souvent des familles, enfin toutes des familles dysfonctionnelles. Donc il y a la famille Bruce Wayne en fait, puisqu'il s'est fâché Bruce avec ses enfants et qu'il veut pas les voir. Il y a aussi l'idée de succession, puisque Terry McGinnis veut aussi prendre la succession de Batman. Donc il y a des thèmes qui sont intéressants. Après, si on doit vraiment faire une sélection entre les 3 tomes, c'est pas celui que je préférerais. Je trouve que on arrive un peu au bout du concept et même on voit quelques limites. C'est-à-dire que je trouve que la place des femmes dans le récit est beaucoup moins intéressant que ce qu'il y a pu avoir dans les 2 tomes. Et même, moi j'avais adoré le tome sur Harley Quinn Ouais. et je trouve que là, Harley Quinn est très en retrait, ce qui est assez surprenant.
parce que, bah, en théorie, elle pourrait avoir une place plus importante. Il y a toute une histoire avec ses enfants, avec sa fille, qui fait sa crise d'adolescence en s'identifiant au Joker. Donc, il y a des choses qui potentiellement sont intéressantes et de manière assez surprenante, elle est très en retrait et même, le Batman Beyond, donc Terry McGinnis est assez en retrait. C'est vraiment autour de Bruce Wayne. Bruce Wayne vieillissant, et sortant de prison et tentant de reprendre son statut et bah, c'est pas forcément ce qui m'aurait plu le plus. Même si, je dirais pas que j'ai passé une mauvaise lecture et que, si on compare par rapport au tome précédent ou à ce qui va suivre, c'est quand même, un des événements du mois. Mais pas forcément, des 3, c'est pas vraiment celui que je préfère Ouais. et qu'en plus à la fin, ça annonce une suite possible, avec un élargissement avec, une éventuelle, ligue de plusieurs héros. Bref, pas certain qu'il Ligue faille ou pas, continuer. ligue ou pas, parce qu'on sait pas, il peut très bien traiter ça, de manière indépendante et passer sur un autre perso. On va pas Ouais, mais moi spoiler. je pense que enfin Murphy a une très grande aura et tout ça, mais je pense que ça pourrait être bien qu'il s'associe avec un scénariste parce que il avait plein de choses à dire au début, mais là, même sur Plot Hole, je trouve qu'en tant que scénariste pur, ça pointe des fois ses limites. Ouais. Tiens, Siegfried, tu trouves qu'il s'essouffle aussi un peu, Sean Gordon Murphy? S'essouffler, je sais pas, c'est pas non plus un scénariste qui aurait produit une quarantaine d'œuvres pour lesquelles on pourrait faire des comparaisons. Bon, force est de constater que il a surtout été adoré pour Punk Rock Jesus et White Knight, manifesté comme certaines ambitions politiques. Et bon, bah, Curse of the White Knight avait au moins le mérite de raconter une histoire d'héritage un peu poussée, même si l'histoire était relativement décevante. Enfin, je vous renvoie au podcast qu'on avait Ouais, fait sur le sujet. moi personnellement, effectivement, je préfère celui-ci au précédent, tu vois? À Curse the White Knight, Ah mais moi j'aime au bien final. Azrael et je trouve que bah, je suis pour d'histoire, donc je trouve qu'il y avait plein de choses là-dessus sur l'héritage que je trouvais plus intéressant que là. Je trouve que là, il recycle en fait. J'ai pas vu de Ouais. choses neuves. Voilà, c'est un peu le souci, c'est que effectivement, on perd totalement toute dimension politique. Enfin là, le super vilain, c'est juste une espèce de PDG qui a capté l'héritage des Wayne en promettant à la ville de consacrer cet argent à des œuvres caritatives et qui finalement ne le fait pas. Mais malgré tout, la ville lui laisse cette fortune, on pense. C'est très clair en fait. On voit que le concept, c'est juste un super vilain qui a l'argent de Wayne et qui profite de sa fondation. Et on comprend pas trop pourquoi tout le monde le laisse faire alors qu'objectivement, il ne remplit pas du tout les promesses qu'il a faites ni à Wayne Enterprise, ni à la ville de Gotham. Et on voit clairement qu'il y a une dérive autoritaire parce que c'est lui qui finance le jeu Théo, qui devient donc une espèce de milice privée concurrente de la police et sur laquelle il fait absolument ce qu'il veut. Pourquoi est-ce que c'est légal? Enfin, il y a quand même beaucoup de facilités de ce point de vue-là qui sont là pour justifier une intrigue qui est quand même très, bagarre avec beaucoup d'explosions un peu partout, mais qui est un petit peu pauvre. Là, l'intérêt de Murphy étant de s'attarder beaucoup plus sur les trajectoires des différents personnages, ce qui peut contraster quand même avec les 2 précédents volumes où il essaie vraiment de raconter une histoire qui était forte. Là, on cherche plus à voir déjà ce qui s'est passé entre Beyond et entre Curse of the White Knight et Beyond, puisque Bruce a été en prison pendant plusieurs années et apparemment, il s'est tellement coupé du monde qu'il ne sait absolument pas ce qui s'est passé dehors. Il ne sait même pas que Derek Powers a détourné l'argent de son entreprise. Et donc là, il découvre tout, ce qui est aussi un prétexte pour que Il avait pas pris l'option TV en prison. voilà, c'est Ouais. ça. Donc c'est aussi un prétexte pour que le lecteur découvre tout en même temps que Bruce. Mais du coup, ça aboutit à une intrigue qui vire un peu dans la facilité, où il se passe pas grand chose, à part beaucoup d'explosions qui font honneur, évidemment, au trait de Sean Murphy, qui est extrêmement bon, meilleur, je trouve, que dans Curse of the White Knight, mais qui a toujours été un dessinateur hors pair, mais qui fait qu'en termes d'histoire, c'est quand même pas top. En plus, j'aime pas du tout ce qu'ils se font de Dick, par exemple. Enfin, c'est pas le premier. Je crois que le mois dernier aussi, il y avait un comic qui respectait pas du tout Dick. Enfin, c'est un peu étrange d'en faire, en l'occurrence, une espèce d'antagoniste complètement crétin de Bruce qui n'est pas du tout fidèle à son héritage. C'est aussi un récit où il se passe pas grand-chose, enfin, où on élargit vraiment la Bat Family en montrant énormément de personnages et personne ne subit de mutation vraiment importante. Il y a pas de mort forte, par exemple. Enfin, on se dit justement que c'est aussi de là que peut venir l'impression d'épuisement du concept, hein. Donc on se dit s'ils font un autre volume, ils vont encore ajouter des personnages. On va avoir quoi finalement? On va avoir 40 personnages principaux sans que Sean Murphy ose faire quoi que ce soit qui chamboule un peu le statu quo. C'était pas ça le concept de White Knight à la base, donc c'est un peu surprenant. Et bon, ce que vous n'avez pas dit, mais ça fait Après, partie il y aussi. avait eu quand même pas mal de morts, hein, dans le tome précédent. Oui, justement, dans le précédent, c'était même surprenant parce qu'on avait tué pratiquement tout l'asile d'Arkham et à aucun moment de ce volume-ci, on évoque ce qui devrait être une tragédie absolue pour ce monde. Enfin, c'est un et en l'occurrence, dans ce mon dans Beyond, il y a absolument aucun réel changement aussi fort du statu quo. Donc c'est vraiment une idée
une idée plutôt étrange. Et voilà, comme vous disiez, ça teasait une espèce de The Dark Knight Returns, hein, du Murphyverse, enfin quelque chose de beaucoup plus intéressant à la fin que le reste du volume. Parce que, ouais, voilà, on a une intrigue un peu plate face à un méchant qui est extrêmement cliché et qui n'a absolument rien d'intéressant. Ce qui est en plus, c'est un peu dommage parce que comme il conçoit une espèce de Murphyverse, il aurait pu utiliser, Derek Powers dans les précédents volumes. Là, on nous dit tout à coup: «Oui, Derek Powers a toujours été fondamental. C'est un peu un numéro 2 de Wayne Enterprise. C'est quelqu'un qui a conçu tous les gadgets de Batman. Il est même au courant de l'identité de Batman depuis le tout début. Il l'a appris avant même Gordon, avant qui que ce soit. Pourquoi est-ce qu'on apprend son existence maintenant? Enfin, c'est étrange comme manière de bâtir cet univers, de pas du tout poser des jalons pour nous préparer à ce genre de choses. Et le titre est un peu décevant aussi parce que comme ça s'appelle Beyond et qu'on commence les premières planches effectivement montrent Terry, on se dit que, ben, voilà, on va être dans la lignée de on va essayer de voir comment Murphy, dans son univers du White Knight, reprend, les concepts de Batman Beyond, surtout qu'il avait déjà fait pas mal d'hommages à la série animée dans les volumes précédents. Et en fait, ils sont où les hommages de la série? Terry est un personnage qui est complètement mineur. Même Batman, on nous dit au début il est vieux, mais en fait, à aucun moment du volume, il ne semble souffrir de son âge, ce qui est Un quand petit même peu quand même, donc il commence à enfin, oui, il a pardon, disons il qu'on a une crise on lui montre quelques faiblesses, non, ouais, il a une crise d'angoisse au début, alors qu'il saute, même il en parle allègrement souvent, même si c'est oui. pas montré, il en parle souvent en mode, «Je sens que ça arrive et je sais pas comment le gérer», Oui, non, quoi. mais voilà, Ouais. on sent parfaitement le prétexte de Murphy qui essaie de nous raconter que Batman est vieux, mais ça l'arrange pas qu'il soit vieux parce qu'il a besoin d'un Batman qui soit en pleine possession de ses moyens. Donc, on montre un Batman en pleine possession de ses moyens, mais qui dit 2 3 fois: «Oh là là, je suis vieux». On vous n'en voit pas les conséquences, ça ne l'affecte ni psychologiquement ni physiquement, mais dis donc, on va l'évoquer pour essayer de ne pas trop insister sur cette plot hole. Donc c'est Ouais, mes ouais, écrits voilà, de c'est l'âge, c'est dans la tête. exactement. Donc voilà, c'est Ouais, un peu mais quand un tu te jettes d'un immeuble, le bras, ça compte quand même, quoi. La tête ne suffit pas, hein. ah oui, d'ailleurs, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que on revoit le Joker, donc c'est aussi quelque chose qui peut être un petit peu décevant. C'est qu'on se Ah, moi, j'ai disait bien aimé ça. au moins dans Curse of the White Knight, on fait disparaître le Joker alors que c'était le personnage fondamental de White Knight et de Curse of the White Knight. Donc c'était une idée qui était assez forte quand même, débarrasser son univers du Joker et que va faire le Batman sans le Joker, ça oblige à passer à autre chose. Et en fait, non, on passe pas à autre chose parce que, Ouais, ouais. apparemment, le Joker aurait glissé une puce sur la tête de Batman. Donc c'est une puce qui peut prendre possession de son esprit, qui peut être déplacée dans l'esprit de quelqu'un d'autre, qui peut lui dire des choses qu'il ne sait pas, qui peut lui donner des conseils tactiques. Enfin, on est entre l'hologramme, l'intelligence artificielle et l'âme réelle du Joker qui interagit même avec d'autres personnages. Enfin, c'est un concept qui est hyper fluctuant, qui est uniquement là pour prétexter qu'en fait, on voit plus le Joker que dans les 2 volumes précédents. Et c'est peut-être un petit peu dommage parce qu'on voilà, on s'attendait quand même à ce qu'on en soit débarrassé. Finalement, on trouve une logique c'était, Arkham Knight où, ben, comme Batman a des hallucinations, même si le Joker est mort, en fait, on va le revoir constamment. C'est pas mal parce qu'il y a ça donne lieu à de jolis moments, mais on sent un peu le prétexte du scénariste qui ne savait pas comment, faire son histoire sans le Joker et du coup qui le fait revenir constamment. Donc voilà, pour moi, c'est un petit peu dommage parce qu'on White Knight avait posé quelque chose de tellement fort qu'on était vraiment enthousiaste à l'idée de voir tout ce que Murphy allait faire autour du Murphyverse et en fait, chaque volume est un peu plus faible que le précédent et à part celui sur Harley qui était quand même plutôt sympathique, Ouais. Bon bon, les volumes donnent pas forcément tant envie que ça de lire la suite. Donc il annonce évidemment encore plein de suites, donc comme on l'a dit, là, il annonce quelque chose sur un nouveau personnage lié ou pas à Batman. Il annonçait quelque chose sur les enfants de Harley parce qu'évidemment on est supposé les revoir. Et comme d'ailleurs, comme le disait Thomas, c'est amusant de se dire que comme les femmes sont un peu sous-représentées, bah, il fait un volume séparé sur Harley, là il fait un volume séparé sur les enfants, parce qu'il va avoir des nouveaux personnages, mais il a du mal à les intriquer à son histoire et du coup, il a besoin d'en faire des volumes séparés, mais ça fait que la présence d'enfants ici est un peu frustrante. On se dit bien: c'est curieux quand même de mettre en place ces 2 enfants et finalement on parle un peu de la fille, mais le garçon est totalement inexistant. C'est un peu étrange comme traitement pour des personnages supposés Ouais. inédits, Après au-dessus de Batman. ça permet quand même de développer ces persos justement sans trop s'éparpiller sur le récit principal, je pense. C'est pas forcément tu vois? Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses dans le récit qui fait Oui, 240 mais pages. Ouais, mais ça pourquoi c'est créer, tu vois, ça c'est pourquoi quoi? créer plein de personnages? J'ai oublié de dire aussi qu'il y avait 2 épisodes au milieu. Mmh. Oui, Alors j'ai oublié le nom du scénariste, mais attends que je regarde. Hop, 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 qui sont de Clay McCormack et C'est qui sont dessiné par Simone dessinés Di Meo, ouais. par, Simone Di Meo oui. et qui sont centrés sur, Sur Red Hood, sur sur Red Hood. Jason. Ouais. Ouais, Jason Todd. Pareil, visuellement, c'est très sympa. Il y a une dimension, alors si je me souviens bien, elle est indienne, c'est ça, hein? Une acolyte de Red Hood, que j'ai trouvé agréable, mais tu vois, il y a plein il y a des nouveaux Robins qui arrivent, donc il ajoute sans arrêt de nouveaux personnages, plutôt, comme je te rejoins Siegfried, de creuser ceux qu'il a.
Après, il y a une dimension politique, mais moi, j'y suis pas. Enfin, tu sens quand même des idées hyper, ce qu'on appelle libertariens, ce qu'on pourrait appeler de l'anarchisme de droite, si on veut. Parce qu'il y a quand même une réflexion sur l'État, en fait, sur les dangers de l'État et au contraire, le fait que les individus doivent agir. Donc, il y a une inspiration presque de Frank Miller, on va dire, là-dessus. Mais ça va pas hyper loin, je suis d'accord, hein. Oh, dis donc, Voilà. avoir une milice privée qui a tous les pouvoirs, bah, dis donc, ça risque d'être dans le goût de la citoyenne. Oh là là, sacrée réflexion Je, politique, dis donc. avant d'entrer sur les conditions plus politiques, effectivement, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Siegfried, sur on va dire la manière d'incorporer le Joker à ce récit-là. J'ai eu la même réaction que toi, effectivement, au début, en me disant, oh là là, du coup, effectivement, on n'avait plus le Joker, puis finalement, il arrive à trouver un subterfuge pour le refaire revenir et pour qu'il ait en plus une place assez centrale. Et puis, au fur et à mesure du récit, j'ai trouvé ça intéressant, en fin de compte, parce que ça permet aussi de rentrer en quelque sorte dans la tête du Batman, tu vois, et d'avoir du coup comme le rôle de Robin qui permet à Batman d'interagir et de nous faire profiter de ce qu'il pense ou tu vois ce que je veux dire, ce qu'il projette, ses sentiments ou autre. Et là, du coup, il a ce rôle-là, il nous permet de rentrer un peu dans la tête du Batman et d'avoir un peu plus de sensations comme ça personnelles du personnage. Donc, je trouve que au final, j'ai trouvé ça intéressant. Même si au début, j'ai eu la même réaction en disant, voilà, encore le Joker qui va avoir un rôle alors il était plus là, quoi. Mais bon. Après, j'ai trouvé ça au final assez intéressant. Benoît, tiens, on t'a pas entendu sur Beyond the White Knight. Ouais, on Hem, était bavard, je sais. non, 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 mais je vous laisse. Il attendait sagement son tour. C'est ça. Monsieur, hem non, 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 mais je suis, enfin, en fait, il a énormément pour moi cannibalisé, dans le bon sens du terme, je trouve, la série, Batman Beyond. On a l'impression qu'il s'est farci tous les épisodes et qu'il a dit: «Comment je vais pouvoir les mélanger et les remettre dans un autre ordre?» Donc ça, pour moi, le coup du Joker, ça vient du film Le Retour du Joker aussi. Pour moi, ça m'a fait penser à ça de suite, Ouais, avec le Joker qui est dans la tête de ouais. l'ancien Qui est Robin. d'ailleurs un film Hem, inspiré, enfin un film qui est un spin-off de la série c'est Batman ça. Beyond. Hem, oui, c'est vrai que moi, j'ai un petit peu plus d'appréhension sur ce que va être la suite, mais après, c'est un univers que j'aime bien et je le trouve déjà plus qualitatif que certaines choses qu'on voit, par exemple les Bad Day. OK, oui, c'est vrai. Bah oui, 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 non, bien Après, sûr. il y a un truc que j'ai trouvé bizarre aussi, c'est que comme il veut caler à Batman Beyond, la ville devient super futuriste, alors qu'en théorie, il y a eu 10 ans d'écart, je crois. 10 ou 15 ans, ouais. Et donc Mais, ce qui m'a fait ça m'a fait un peu marrer, c'est qu'en fait, il explique que c'est grâce au don de la fortune Wayne que, Batman est devenu, enfin que Gotham, pardon, est devenue une ville, futuriste. Donc je me suis dit que faudrait voir avec Bernard Arnault si on pouvait peut-être pas l'imposer pour essayer de résoudre les problèmes des poubelles à Paris, par exemple. ouais, bon, Non, mais Bernard, si tu écoutes ce podcast, Voilà, voilà. l'appel est lancé. Voilà. non, mais comme quoi le film The Flash avait raison, hein. Batman sait qu'en fait, il est pas bon et qu'il faut donner sa Ah non, fortune. non, on va pas revenir sur The Flash. On a fait un podcast entier d'1 heure et demie la semaine dernière. Donc, allez voir le podcast de The Flash si ça vous intéresse. Non, non, on va pas revenir dessus parce que tu vas m'énerver. Non, 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 non. Tu vas m'énerver, Siegfried, en plus. Euh, Non, mais effectivement, euh, après, il y a des facilités scénaristiques, là, comme on disait, sur le fait que la ville est vachement futuriste d'un coup, sur le Joker qui revient, sur certains personnages traités de manière assez superficielle. Mais bon, au final, je trouve que c'est quand même une plutôt bonne lecture. Je veux dire, on est quand même, au final, quand on lit toutes les lectures qui sortent, je dirais pas, ça va pas forcément être la meilleure lecture de l'année en termes de Batman, mais ça sera pas la moins bonne, quoi. Voilà ce que je veux dire. Clairement, ça reste assez qualitatif, quoi. Mmh, Ouais, tout ouais. à fait. OK, bah, messieurs, si vous n'avez rien d'autre à ajouter sur Beyond the White Knight, on a déjà dit pas mal de choses. On va enchaîner avec un récit qui, va, grogner, voilà, je sais pas si je peux dire ça comme ça. Jurassic League! Oui, et si Batman, Superman et toute la Justice League passaient en mode dinosaure? Et bien voilà un petit peu, ce que nous propose Jurassic League. Donc j'avais dit que je posais ce récit à Siegfried. Parle-nous de Jurassic League. Bah, en fait, tu as déjà un peu tout dit parce que passer Ah, l'idée de mince, il y on a a la rien Justice d'autre? League parce que passer l'idée de on a la Justice League en dinosaure, ça ne raconte absolument rien d'autre, en fait et c'est même le défaut finalement de ce récit, c'est qu'on se dit: «Tiens, c'est marrant, qu'est-ce qu'ils vont en faire?»
Bah, en fait, il en faut rien d'autre que ça. C'est vraiment, qu'est-ce que serait un Batman en dinosaure et comment est-ce qu'il s'allie à un Superman en dinosaure et comment est-ce qu'ils affrontent un Darkseid en dinosaure et ben, voilà, ils s'affrontent en tant que, dinosaures plus ou moins anthropomorphisés, s'affrontant les uns les autres et c'est absolument l'intégralité du volume ne consiste vraiment qu'en ça. Il y a absolument rien d'original, rien ça ne cherche pas à être très émouvant, ça cherche juste à être un récit absolument primaire, racontant ce concept un peu délirant. Ce qui fait bien sourire évidemment au début, ce qui peut finir par être un petit peu lassant parce qu'il y a aucune volonté de faire autre chose. C'est même surprenant de voir que enfin, je me demande un peu quel est l'apport de Daniel Warren Johnson, qui est quand même quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui a reçu énormément de prix, notamment pour son Beta Ray Bill pour Marvel, qui est un dessinateur et scénariste, un auteur complet qui est extrêmement apprécié, qui là ne livre que le scénario, il s'associe à Ron Gillian, et on se demande un peu, voilà, quel est l'apport d'un scénariste multi-récompensé à un récit qui n'est qu'une transposition aussi plate. Ce qui est d'autant plus surprenant que les 3 dessinateurs, Ron Gillian, Rafa Garres et Ron Mikel, singent plus ou moins le trait de Daniel Warren Johnson. Donc, c'est un peu comme s'il avait voulu dessiner à la base et que finalement il laisse la main, mais à des gens qui font plus ou moins le même dessin que lui en un peu moins bien. Bon, bah, voilà, ça interroge un peu sur l'intérêt du tout, passer l'idée de faire un truc rigolo. Donc, j'imagine qu'il y aura pas de suite, ou j'espère qu'il y aura pas de suite parce que c'est un concept qui ne demande pas d'exploration. Ça vous plaira si tout ce que vous voulez voir, c'est tiens, c'est quel kiff de voir la Justice League en dinosaure. Mais c'est un peu tout. Et d'ailleurs, si c'est le genre de choses qui vous amuse, ce genre d'histoire un peu brutale sur la préhistoire, je vous conseille vraiment la série Primal qui est sur Amazon, je crois, une série de Jendy Tartakovsky, donc celui qui a fait Samurai Jack notamment. Et la série, juste une de mes séries préférées, elle est vraiment exceptionnelle. Et ça raconte un peu ça exploite un peu ce genre de concept délirant, mais avec des réflexions métaphysiques, morales, religieuses, linguistiques qui sont absolument extraordinaires. Donc ça sera beaucoup plus satisfaisant que ce comique, rigolo, mais sans et pas que ça va plus loin. Ouais, mais on pourra pas en parler sur Batman Legends. Voilà, c'est fait du coup. Thomas, du coup, est-ce que tu as aimé ce voyage en terre jurassique? Ouais, bah, moi j'ai trouvé ça fun. Alors, on est d'accord que, ça va pas révolutionner, DC, ni les récits de dinosaures, hein, c'est C'est pas pas le but aussi là non marquant que plus. The Dark Knight Returns? Non, non, je pense que ce sera pas le Dark Knight Return de la préhistoire, quoi, on est loin que ça. Mais moi je me suis pas ennuyé, j'ai trouvé ça fun. En effet, les dessins sont un peu moins bons que Daniel Warren Johnson, surtout, il y a un épisode qui est très moins joli. Mais moi, ça m'a bien fait marrer de voir, comment il adaptait les noms des dinosaures, un truc purement enfantin, quoi. Les mandales que le Joker, version, lézard, se prend, ça m'a fait marrer. Donc faut absolument pas voir, énormément de profondeur, même s'il y a une ébauche de réflexion sur, le rapport avec la puissance des dinosaures qui décident de protéger les plus faibles et Batman qui en fait, au départ est uniquement dans une vengeance personnelle et ne pense qu'à la vengeance et par l'exemple de Superman comprend qu'en fait il vit dans la communauté et que, il faut parfois, penser aux plus faibles et défendre les plus faibles, et devient même, le un père adoptif, d'une bestiole, c'est-à-dire, les êtres humains là-bas. Donc moi j'ai trouvé ça, voilà, il y avait quelques trucs intéressants et je me suis bien marré. Voilà. Si vous voulez avoir une œuvre de Warren Johnson qui sort le même mois, qui est plus profonde et encore plus touchante, moi je conseille Do a Powerbomb. Donc c'est une histoire de catch familial et de, catch dans, la nécromancie et le monde des morts. Alors je déteste le catch, je suis pas fan du tout, mais par contre là, c'est hyper émouvant. Et donc, Jurassic League, c'est vraiment un poil en dessous ou une écaille, en dessous de d'Uwe Powerbomb, mais c'est sympa. Sympa. Benoît, je sais que tu en avais parlé effectivement sur, Batman Legends, tu en avais fait la review, écrite, Ouais. écrite et audio d'ailleurs, parce que maintenant on propose des reviews audio. D'ailleurs, tu t'étais bien lancé. J'invite, nos auditeurs à aller écouter la review audio de Benoît sur Jurassic League, parce que c'est un vrai voyage. Voilà. Heu, qu'est-ce que tu peux nous en dire pour les auditeurs qui n'ont pas, lu ta critique, mais qui sont là avec nous? Bah, disons que, voilà, pour la review audio, j'ai essayé de les amener vers cet âge, jurassique et mais bon, voilà, je me suis bien Tout ça amusé sur gratuitement en ce plus. tout ça gratuitement, c'est ça qui est fou. Juste avec un clic et voilà et on voyage. Hem, Après voilà, je suis d'accord avec Thomas, c'est fun. Je pense qu'on n'en demande pas plus. Ils se sont amusés, c'est tout et il y a deux trois images, enfin
2-3 références qui sont un peu sympas. Voilà, c'est juste fun. Après, est-ce que ça justifie le prix et l'achat d'un volume comme ça? Je suis pas sûr à 100, mais ça Ouais, reste dans la légèreté. j'ai plus le prix en tête, mais je vais retrouver ça rapidement. C'est 17 € pour 144 pages. Voilà, voilà. Ouais, si on Après, compare à si on me One Bad demande de Day, choisir, il y a pas voilà, photo. c'est ce que j'allais dire. Je préfère lire ça que le Ah One ouais. Bad Day, les 2 derniers, par exemple. Ouais. Allez, One Bad Day va encore prendre pour son Graal. On verra le mois prochain. On verra le mois prochain. On verra One Bad Day. Tu vois. Non, non, mais effectivement, bon, plutôt dans une lecture décontractée, on va dire. C'est ça. Ok. Messieurs, si vous n'avez rien à ajouter, j'enchaîne avec une nouvelle lecture. Cette fois, je vais la confier à Thomas, puisque en plus, j'ai cru comprendre que tu avais plutôt bien aimé cette lecture. Une lecture qui va nous rappeler quelques souvenirs d'enfance pour nous. C'est Batman Gotham Adventures, volume 6. Ouais, alors en fait, pour le résumé, va être très très simple. C'est l'adaptation en comics des dessins animés Batman. Donc on retrouve dans le dessin vraiment la même patte graphique. Il y a plusieurs dessinateurs, même si c'est Tim Levins qui fait l'essentiel. Donc on retrouve vraiment cette ambiance très trading clair. On est Un peu, vraiment sur voilà. le style de Bruce Timm. Ouais, exactement, exactement. Donc voilà. Et donc c'est une série d'épisodes. Je crois qu'il y a 11 épisodes, si je me souviens bien. Et c'est le dernier volume de ces adaptations. Donc au départ, en fait, moi je m'attendais à pas grand-chose, parce que je m'étais dit bon bah ça va être une ressucée de tout ça. Et au final, moi je le conseille vraiment quoi. Tu vois, c'est le truc vraiment à picorer un petit épisode par jour avec son petit whisky à côté. Alors, pas pour Euh, les enfants, le whisky, par contre. Bien entendu, on va faire juste un coca dans ce cas-là. Et avec modération. Voilà, bien entendu. Bah, j'ai dit un épisode par jour, donc un verre aussi par jour. Et donc il y a une ambiance c'est souvent une ambiance très polar qui domine, polar hard boiled, donc des enquêtes assez simples. Il y a très peu de gadgets de la part de Batman. C'est pas le Batman surpuissant qu'on peut connaître parfois, qui est capable de tout, et cetera. On est vraiment au ras du bitume. Et en fait, souvent à chaque fois, quasiment à chaque fois, il est accompagné par quelqu'un. Donc le plus souvent, c'est un sidekick de la Bat Family, avec Batgirl assez présent. Et je trouve qu'en fait, quasiment tous les épisodes sont scénarisés par Scott Peterson, sauf un épisode, je crois, de Dan Slott. Et je trouve qu'il s'en sort très très bien. C'est-à-dire que c'est vraiment une structure épisodique, donc à la fin de l'épisode, l'enquête est terminée. Et à chaque fois, il y a vraiment un rythme qui est très agréable. Et il y a une ambition qui est relativement mesurée, puisqu'il n'y a que 21 pages. Et il s'en sort très très bien. Il propose à chaque fois aussi des techniques un peu narratives différentes. Par exemple, il y a un épisode où Bane sort d'un cambriolage et en fait, il est sauvé par des enfants qui se précipitent sur lui, un peu comme s'il était, je sais pas, une rockstar, quoi. Donc c'est assez surprenant parce que Bane, on ne voit pas trop câliner un enfant, quoi. Et donc, en fait, tout l'épisode cherchera à comprendre pourquoi est-ce que Bane est adoré par ses enfants. Et je trouve que on a aussi un Batman moins dur, qui est tendre aussi avec ses sidekicks. Il y a même des réflexions un peu plus poussées qu'on peut avoir sur le rapport à la loi. C'est-à-dire que dans le premier épisode, je sais plus avec qui il discutait par contre, je crois que c'était avec Batgirl. En fait, il reproche à Catwoman de rentrer par effraction dans les maisons, sauf que pour piéger Catwoman, il est lui-même rentré par effraction dans une maison. Donc Batgirl pointe un peu les contradictions des théories, enfin des idées de Batman. Donc, alors qu'en plus, tous les cambriolages qu'a fait Catwoman, c'est pour donner l'argent à la SPA. Donc il y a plein de petites choses comme ça sur la force, sur la loi, et je trouve que on pourrait croire qu'en fait c'est une banale adaptation. Eh ben, il y a plein de choses et ça pourrait être ma lecture préférée du mois. Ah ah, ouh là là. Ouh Ah là ouais, là. ouais, vraiment, moi j'ai adoré chaque épisode. Je crois qu'il y a un seul épisode, celui sur Poison Ivy, que j'ai trouvé beaucoup plus banal. Mais tous les autres, alors j'ai pas le temps, mais à tous les autres, j'ai pris des notes parce qu'à chaque fois, il y a des choses qui me plaisaient. Par exemple, le pingouin est nettement plus intéressant là-dedans, quoi.
Mais tiens, Benoît, c'est aussi ta lecture préférée du mois ou pas? Ah non, tu l'as pas Alors lu toi? peut-être, voilà, Je mais je sais l'ai pas plus. lu. Voilà, oui, 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 effectivement, voilà. Erreur du juge arbitre. Pardon, je bascule à Siegfried, pardon. Toi, du coup, meilleure lecture du mois ou pas? Oui aussi, après il faut dire que c'est la meilleure lecture d'un mois qui est relativement faible, donc ça aide Non, mais aussi. Siegfried, Disons que tu vu peux le pas être négatif. non mais J'essaie d'être positif, regarde. vu le programme du mois et l'importance des titres qu'on avait chroniqués, je m'attendais quand même à avoir davantage de bonnes surprises et c'est vrai que, Ouais, voilà, du coup ça aboutit à ce que c'est un bon volume. De toute façon, on avait l'habitude que cette, série Urban Kids, adaptant les séries animées soit plutôt solide et effectivement, c'est encore quelque chose qui est très bien. C'est encore une très belle manière d'introduire aux enfants à la fois Batman, la Bat-Family et la galerie de vilains, d'autant qu'on a une fiche d'identité de la plupart des super vilains et qu'on a effectivement un récit consacré à Catwoman, à un Freeze, à un Bane, à Ivy, au Sphinx, au ouais. Creeper, au Vampire. Enfin voilà, c'est Bah, une très belle manière. d'ailleurs, je pense qu'il y a quand même de quoi faire pour justement pour les jeunes en termes de lecture, avec des tarifs qui sont plutôt intéressants, parce que ça, c'est quand même 10 euros. S'ils n'ont pas changé le tarif, mais c'était 10 euros à l'époque. Oui, c'est Ouais, toujours tout à fait, 10 bah, euros, c'est voilà, Ah c'est ouais, toujours 10 euros ça, pour presque 300 pages. allez-y, quoi. Et voilà, allez-y, parce que bon, là, c'est Batman Gotham Adventures volume 6, mais avant ça, il y avait Batman et Robin, il y a eu Batman Adventures, il y a eu, il y en avait un autre, je l'ai plus là, mais bah, il y a eu les Gotham Girls. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de récits qui sont justement dans le même univers que la série animée de 92, donc c'est qu'on adore tous, ou presque, et inspiré voilà, de l'univers de Bruce Timm et Paul Dini. Et c'est vrai que du coup c'est intéressant pour des lectures pour des jeunes. Je trouve qu'il y a vraiment matière à faire. Et là pour ce mmh. volume aussi, c'est intéressant. Là, c'est plutôt la série 97, mais effectivement Oui, oui, qui fait c'est The New Batman suite à la Adventure. série 92, donc effectivement, on Ouais. est tout à fait dans la même logique et effectivement, Urban Kids est une collection qui, pour le coup, est étonnamment solide parce qu'entre les contes de Gotham, c'est Ouais. Gotham Adventures, Oui. j'ai pas vu de faux pas pour l'instant dans les publications Batman d'Urban Kids et tout est pas seulement adapté aux enfants, mais je trouve ça les élève plutôt parce que c'est à chaque fois très beau, plutôt intelligent, avec des vraies valeurs. Enfin, c'est une collection qui est vraiment, vraiment très chouette. Là, on a même un numéro un peu anticapitaliste où, Ouais, Bruce Wayne se rend compte qu'il a failli en tant que patron de Wayne Enterprise et il il est vire super son cet épisode. ouais, il vire son vice-président parce que ce vice-président a taillé dans les retraites des employés pour, sans rien faire de criminel, mais, juste parce que l'entreprise se portait pas bien. Du coup, il a réduit les bénéfices, de ses employés, tout en continuant lui-même, en tant que vice-PDG, de bénéficier de son yacht et de sa villa et Batman le vire pour ça, sans qu'il ait eu besoin de faire quoi que ce d'illégal, mais parce que c'est trop immoral pour être supportable par Batman et ouais, c'est super le message, ouais, il y a juste un truc que je trouvais très surprenant, c'est qu'il y a un épisode où on évoque, bon, Pierre Boulez et Ouais, un super vilain recommande à Batman de regarder l'Empire des Sens. L'Empire des Sens, je ouais, vous rappelle que il c'est un finit film par regarder japonais l'Empire des Sens seul dans sa cave, c'était génial ce truc. c'est un film japonais érotique des années 70 quoi. Et on voit Batman regarder ce film, enfin il y a un écran, l'Empire des Sens, parce qu'à la fin de l'épisode, il se rend compte que c'est un classique qu'il doit voir. Oui, d'accord. Pour Mais tu pas vu que l'épisode d'avant, en fait, avec des mafiosos, enfin, des mafieux s'échappent et finissent par ouvrir une boulangerie à 3. Donc en fait, il y a un trouble, puisqu'il y a un homme qui monte un commerce avec 2 femmes, quoi, de boulangerie, donc de baguettes. Bon, moi je dis, il y a un truc là-dedans, c'est pas possible, quoi. en tout cas, voilà, J'ai pas fait le lien, mais si vous l'offrez à vos enfants, dites-leur bien que c'est pas la peine de suivre le conseil de regarder l'Empire des Sens. Peut-être qu'ils sont un petit peu jeunes pour ça. C'est un classique. C'est un film patrimonial qui est ça taxé de sera pour 300 plus ans. tard. Peut-être pas à 6-7 ans, effectivement. Et Ouais, ce que j'ai effectivement. trouvé étrange, c'est que j'ai cherché un peu, Scott Peterson et j'ai pas l'impression que le scénariste ait fait, beaucoup de choses après et je trouve ça assez surprenant parce que c'est quand même très solide ce qu'il écrit, quoi. Donc je trouve que DC, virait, Ridley et prenait à la place Peterson parce qu'à mon avis, il a plus de choses à dire. Voilà, on passe des messages ce soir dans le podcast. Mmh. Non, Non. je connais votre réseau, donc j'hésite pas, hein. Tu as raison, il faut. Non, mais effectivement, bon, plutôt intéressant. Alors moi, je retiendrai quand même, qu'on donne beaucoup de conseils, mais 2 conseils à éviter pour les enfants, c'est le whisky pendant la lecture et regarder, l'Empire des Sens. Mais, sur le reste, vous pouvez y aller. Heu, c'était la critique de Batman Gotham Adventures, volume 6. Et Benoît, du coup, tu l'avais pas lu, mais tu vois, tu peux y aller. Tu peux aller et toi, tu as même l'âge de regarder, l'Empire des Sens. Ensuite, on va passer à une autre lecture. Attention, c'est l'avant-dernière.
Et tiens, Benoît, justement, je vais te laisser t'assouvir de ta soif de sang pour nous parler de DC. Oui, je peux pas m'empêcher de faire des petites blagues comme ça, des petits jeux de mots quand on parle de DC Vampires. Ici, c'est le tome 2. Alors, qu'est-ce que ça donne, ce tome 2? Je sais que le tome 1 était pas fou, mais le tome 2, alors. Alors, on va dire que le tome 1 par rapport au tome 2 était bien. Voilà, en fait, on a 2 dessinateurs, donc c'est toujours écrit par James Tynion IV, voilà. On a 2 dessinateurs ici, dont je ne me souviens plus les Alors, noms. Il y si a je Otto m'abuse, Schmidt. c'est Mathieu Rosenberg et Otto Schmidt. Voilà, alors Otto Schmidt, la partie d'Otto Schmidt qui continuait celle qu'il avait fait, au tout départ, moi me plaît, ça va, je trouve. Par contre, l'autre partie étant pratiquement en noir et blanc avec simplement juste la couleur rouge qui ressort de temps en temps et c'est horrible. C'est horrible parce qu'en fait, on ne comprend pas trop ce qui se passe, sur les pages. On n'arrive pas vraiment à comprendre et à faire le lien des fois entre 2 cases. Hem Et au niveau scénario, alors, je sais que les Elseworlds et avec les récits sur les zombies ou sur les Injustice, et cetera, ça a bien marché. Mais là, le problème, c'est que James Tynion Mais, the est allé piocher dans tous ces récits-là. Il a fait un espèce de melting pot en disant: «Ouais, ça marche à peu près» et il a tout réuni là-dedans et en fait, c'est très mauvais. Voilà, il y a des héros qui sont, transformés, bon ça OK, d'autres qui vont être transformés, qui sont détransformés, on comprend pas vraiment bien comment ça marche. Il y en a qui peuvent pas être transformés, pourquoi? Parce qu'on a décidé que c'était comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont incohérentes. C'est franchement, c'est une plaie à lire. Voilà, ça fait saigner les yeux, pour le coup. Il pourrait se régaler là-dessus, mais voilà, ça fait saigner les yeux. Je me suis fait avoir comme un couillon parce que le premier tome, je l'ai acheté, du coup, j'ai acheté le deuxième. et tu Euh, sais quoi? Il y en a un troisième qui arrive. et je sais, il sort en fin d'année. Alors, j'espère de tout mon cœur que le dernier va relever le niveau, et il y a du sacré niveau à relever, mais c'est un truc que je vais revendre. Donc je passe une annonce, si vous êtes, acheteur des 2 premiers volumes de DC Vampire, contactez-moi. Alors attends, parce que là, tu l'as pas trop bien vendu quand même avant. Mais peut-être que Thomas va réussir à mieux le vendre. Thomas, c'est pour un ami, il a besoin de vendre ses 2 premiers tomes de DC Vampires. Alors le tome 2, c'était comment? Alors moi, je conseillerais d'aller lire Something is Killing the Children et The Nicer Than the Lake de James Tynion IV, parce que là, il est bon. Mais là-dedans, parce que je crois que Matthew Rosenberg, c'est en fait, il est scénariste et à mon avis, c'est lui qui a écrit l'essentiel. Tynion a dû juste faire le grand truc, et c'est Rosenberg que moi j'ai connu chez les X-Men, qui est beaucoup beaucoup moins bon. Donc j'ai l'impression que c'est un peu ça, parce que en fait, au départ, il y a 2 tie-in écrits par Alex Packnadel sur Deathstroke, et c'est ceux-là qui sont en blanc, noir et rouge. Et je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que l'idée de mettre une seule couleur comme le rouge, bah, c'est pas Sin City, hein. C'est-à-dire que le rouge est utilisé Oui, c'est ce n'importe que j'allais comment. dire, ouais. Vraiment, il y a des fois c'est des onomatopées, des fois c'est le sang, des fois c'est les costumes. Enfin, ça n'a aucune logique. Alors, par contre, le seul atout que je verrais, c'est que c'est quand même un peu made in France, puisqu'il y a Guillaume Saint-Gelin qui fait un interlude, bon, 6 pages, mais il fait un interlude où il fait les dessins de la couleur jusqu'à l'ancrage et le scénario, et autour de la nouvelle Batgirl, que j'ai trouvé, enfin, c'est que 6 pages, mais ça remontait vraiment le niveau, quoi. Le Voilà. reste, Guillaume, si tu nous écoutes, bravo. ouais, ouais, là, ouais, ouais, ouais. Je sais pas s'il a envie de travailler tout le temps, dans les comics, mais ouais, ce qu'il en fait, c'est vraiment intéressant. S'il faisait tu vois, un one shot, dans l'univers de Batman, ça pourrait être intéressant. Autrement, ouais, je pense que ça n'a aucun intérêt. Otto Schmidt que j'avais vu dans Future State, que je trouvais bien, là, enfin les c'est indigent. Les fonds de cases, n'ont aucun intérêt, enfin les fonds des cases sont très moches. Ouais, enfin moi j'ai vraiment pas été convaincu.
Bon, on va tout miser, Benoît, promis, pour la vente. On va tout miser sur Siegfried. Siegfried, le tome 2 de DC Vampires. Vas-y, aide-moi, Siegfried. Alors je dirais quand même qu'en termes d'histoire, c'est peut-être un peu mieux que l'épisode précédent, parce que l'épisode précédent, ça reposait Attends, vraiment on sur arrête là, on arrête là. Ouais. non, non, C'est bon, c'est bon. malheureusement non, désolé. Je peux Je pas l'ai. rester sur notre qualité non plus, faut pas exagérer. Parce que l'épisode précédent, ça reposait enfin, je vous renvoie au podcast qu'on avait fait sur le sujet, mais pour moi, ça reposait vraiment sur, en fait, un tel était un vampire depuis le début, il tue tout le monde, et ça arrivait toutes les 2 pages. Et bon, bah, c'était un ressort qui manquait totalement d'intérêt, qui était assez épuisant, qui empêchait toute implication. Là, au moins, ça tente de raconter quelque chose, d'élargir l'univers, enfin, ça essaye des choses. Le problème étant, déjà un des premiers problèmes étant effectivement ce qu'évoque Benoît, le fait que ça soit relativement illisible, d'un point de vue graphique, parce que c'est un déjà je trouve ça étrange dans un comics qui enfin c'est un peu comme DC's, on invoque des dizaines et des dizaines de personnages, donc le noir et blanc empêche, enfin gêne leur reconnaissance. Il y a un personnage, le Midnighter, bah, franchement il a fallu qu'il l'appelle Midnighter pour la 10e fois pour que je comprenne: «Tiens lui c'est supposé être Midnighter». Je vois pas trop quel rapport avec le personnage qu'on connaît, mais soit. Enfin ça rend les combats extrêmement confus, parce que déjà que parfois on a 15 personnages, qui sont en train de se battre sur la même case et en plus en noir et blanc, vous imaginez un peu le bazar et si en plus c'est pas très bien dessiné, vous imaginez un peu la catastrophe et quand en plus l'histoire est confuse, il y a des fois, je me suis demandé si les pages n'étaient pas dans le mauvais ordre, parce que j'avais l'impression qu'on venait sur des choses qu'on avait dites de 2 pages plus tôt ou qu'on passait tout à coup à autre chose. Enfin vraiment, il y avait une confusion narrative qui vient, comme l'a très bien dit Benoît, du fait qu'on mélange énormément de concepts, heu, trop de concepts peut-être pour une histoire qui était supposée être juste d'ici avec des vampires, mais sans le faire assez bien pour que ça paraisse bien écrit. C'est vraiment une espèce de fatras qui semble plutôt là pour justifier les délires du scénario, plus que pour créer un univers cohérent, parce que vraiment on se comprend pas où ça va. Alors effectivement, en plus, on rajoute ensuite des espèces de tie-in sur Nightwing ou sur Batgirl, on se dit: «Mince, ils sont en train de faire le tie-in avec de nouveaux personnages». Donc ça veut dire qu'on aura probablement d'autres séries dérivées après le 3e tome de DC Vampires. Bah non, il faut rester simple, faites comme Marvel Zombies, par exemple, où il y a un seul volume qui condense une histoire et puis point final. Là, c'est vraiment pas le genre d'histoire qu'on a envie de voir s'étendre, surtout avec ces incohérences de pattes entre les différents dessinateurs. Pourquoi est-ce que tout à coup on passe d'un noir et blanc assez pur à un noir et blanc avec de la couleur, avec du rouge extrêmement mal exploité, à de la couleur? Bon, bah non, on comprend pas forcément la logique. En plus, les personnages sont pas toujours dessinés exactement de la même manière. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnages? Pourquoi est-ce que ce volume commence par, une équipe de super vilains menée par Deathstroke? C'est exactement ce qu'avait déjà fait DC's. Le volume 2, Unkillables, qui était sans doute ce qu'avait fait de mieux DC's, c'était déjà le même postulat de: «Tiens, on va faire un volume, on commence par Deathstroke et qui est focalisé sur les super vilains». Essayez au moins de vous distinguer plutôt que d'essayer de répéter la recette de ce que vous venez de faire qui racontait déjà la même chose. Enfin, c'est et puis arrêtez de faire des équipes de 10 personnages, si c'est pour les tuer tous au bout de 2 pages. D'accord, c'est amusant parce que vous tuez tout le monde, mais c'est déjà assez épuisant pour le lectorat comme ça de devoir essayer de comprendre qui sont chacun des personnages représentés, surtout dans ce noir et blanc. Alors si en plus c'est pour les tuer après pour que ça serve à rien, bah, ça donne encore moins envie de s'impliquer. Enfin ça n'arrête pas de créer des espèces de faux concepts pour soit ne pas du tout les exploiter, soit tout détruire au bout de 2 pages. Non, essayez de vous poser quelque part, essayez de vous demander quelle histoire vous cherchez à raconter et essayez de rendre cette histoire lisible. Ça serait déjà bien parce que là c'est juste désagréable, en fait. Bon, après, pour ne pas être injuste, il faut dire que ça n'a pas été aidé par le fait qu'on reçoit des services presse sous forme de PDF de la part d'Urban Comics et là, en l'occurrence, ces PDF semblent avoir été assez compressés, donc j'ai comparé avec les vraies pages et effectivement, la qualité était un peu moindre, donc ça rendait encore moins lisible, mais bon, dans les faits, le livre physique était déjà assez difficile à comprendre. Là, c'était encore pire, donc ça a pu ternir aussi mes remarques à ce sujet. Mais enfin, quand même, Otto Schmidt fait quelques très beaux arrière-plans, mais en dessinateur ordinaire, ce qu'il fait, c'est vraiment pas au niveau de ce qu'on pouvait admirer chez Catwoman. On a vraiment l'impression qu'il travaille un peu, bah, qu'il travaille beaucoup trop et qu'il livre des choses qui sont pas dignes du niveau qu'il est capable de faire quand il a le temps de se consacrer vraiment à des planches. Tout ça pour un truc qui est juste une entreprise marketing extrêmement confuse et vraiment pas digne d'intérêt. Et je sais pas OK. exactement ce qu'a fait Guillaume Singelin, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux, c'est juste, effectivement moins d'une dizaine de pages sur une Batgirl avec une espèce de style manga, mais c'est ce qui se lit le plus agréablement de l'ensemble du volume, donc à la rigueur, demandez à Guillaume Singelin de juste faire une histoire simple dans cet univers avec un seul personnage, ça sera très bien, mais arrêtez avec ce massacre de DC Vampires. OK, bon, Benoît, on aura tout essayé. Bon, ben, Voilà, je 14 pense € le volume. voilà, je pense qu'il faudra faire un effort sur le prix. Heu, non, bon, vous avez compris, c'était pas forcément la meilleure lecture du mois, mais voilà, il y a 6 pages de Guillaume, Singelin, qui peuvent être intéressantes. Non, bon,
OK. On en reparlera à la fin de l'année avec le 3e tome, peut-être que ça, relèvera le niveau. En tout cas, vous avez ici les avis, de nos, intervenants ce soir dans ce podcast sur ce DC Vampires tome 2 et du coup, les amis, j'aimerais qu'on parle du dernier ouvrage, de ce podcast. Alors attention, gros morceau comme d'habitude avec ce type d'ouvrage puisque c'est, Batman Chronicles. Cette fois-ci, c'est le volume 2, du coup, la deuxième partie, de l'année 1988 et ses écrits qu'il va nous présenter. Alors, est-ce que la deuxième partie de cette année de 1988 était intéressante niveau Batman? Alors, oui et non. Oui, elle est très intéressante parce que c'est l'arrivée de John Wagner et Alan Grant sur la série Detective Comics. Et John Wagner et Alan Grant, ben, c'est des géants de la bande dessinée britannique. C'est des piliers de l'invasion britannique qui sont connus pour un positionnement très à gauche. Alan Grant, c'est notamment celui qui va créer Anarchy, par exemple. Enfin, ils se sont fait remarquer auprès de Denis O'Neill pour leur travail sur Judge Dredd dans 20,000 AD. Donc voilà, c'est vraiment des personnalités marquées dans la contestation à la fois graphique et scénaristique. Et c'est presque étonnant d'être allé les chercher en Grande-Bretagne pour dessiner un personnage aussi consensuel que Batman. Donc on voit que Denis O'Neill a vraiment l'ambition d'en faire quelque chose de politique et de vraiment puissant. Et d'ailleurs, c'est comme d'habitude, il y a des pages des pages de texte d'explication qui sont livrées au fur et à mesure du volume, avec tantôt des confidences de Denis O'Neill, tantôt une petite analyse de comment est-ce que Wagner et Grant sont arrivés, tantôt des résumés d'interviews des deux scénaristes. Donc il y a beaucoup de petits éléments comme ça paratextuels qui sont intéressants pour comprendre aussi les textes et où on nous explique effectivement O'Neill avait fait appel à eux en leur demandant de faire quelque chose, des histoires beaucoup plus dures que ceux dont on avait l'habitude. Effectivement, ça se ressent. Enfin, il y a des histoires de drogue, de séquestration qui sont assez lourdes à porter. En revanche, c'est pas ce qu'ils vont livrer de meilleur. Là, ils arrivent seulement sur la série. On sent qu'ils se familiarisent un peu avec les concepts. Donc, ils vont assez loin dans la dureté et ça livre quelques pages qui sont vraiment très fortes. Ils créent notamment le personnage du ventriloque. C'est donc on voit la première apparition du ventriloque dans ce volume. Il y a quelques personnages, même un délire, un personnage aussi ridicule que le Ratcatcher, donc on reprend Suicide Squad, mais voilà, c'est juste un super vilain qui parle au rat, ou l'homme corrosif qui est juste un vilain qui fait fondre tout ce qu'il touche. Donc, quand il rentre dans une voiture, bah, il passe à travers le siège. Quand il reste trop longtemps dans un appartement, bah, il tombe à l'étage du dessous. Donc, c'est presque comique et il arrive à faire de ces concepts ridicules, des concepts qui, en fait, bah, sont assez glaçants. Donc, il y a une vraie réussite des scénaristes qui sont aidés par Norm Breyfogle. Norm Breyfogle, il y a un dessinateur afro-américain qui est extrêmement important dans l'histoire du comics parce que voilà, il porte aussi tous ces concepts. Il a un dessin qui est un peu daté de notre point de vue contemporain, mais qui est vraiment en synergie parfaite avec ces scénaristes pour raconter ça d'une façon extrêmement percutante. D'ailleurs, dès qu'on passe, il y a une très longue histoire à la fin qui, avec d'autres scénaristes et un autre dessinateur, et tout à coup, c'est clairement beaucoup moins bon. Mais voilà, ce qui peut m'empêcher de vraiment recommander ce volume, c'est que la suite sera vraiment beaucoup plus intéressante parce que c'est dans le volume, sans doute dans Batman Chronicles 89, volume 2, je pense qu'on va retrouver la création d'Anarchy et vraiment ce que Alan Grant va faire de mieux sur le personnage de Batman. Et quand je dis que c'est ce qu'il va faire de mieux, c'est vraiment exceptionnel. Enfin, Alan Grant, c'est un personnage exceptionnel. D'ailleurs, j'en ai dit du bien dans énormément d'épisodes déjà de C'est vrai. Batman Legend. Là, c'est juste qu'il fourbit ses premières armes et du coup, c'est intéressant si vous avez aimé déjà ce qu'a fait Starlin par exemple, bah, on est dans quelque chose d'encore un peu plus sec et d'encore un peu plus dur, donc c'est pas mal. Mais on voit qu'il s'entraîne aussi et surtout le volume est quand même terni, je trouve, par la deuxième partie. Donc cette espèce de très longue aventure qui implique aussi la question et Green Arrow avec un peu les Al Ghul et puis une histoire vaguement asiatique. Scénarisé par Denis O'Neill, d'abord illustré par Klaus Denson, ensuite repris par quelqu'un, je sais plus qui dessine beaucoup moins bien et voilà, c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup moins faible, qui est là probablement parce que ben, les Batman Chronicles, leur ambition, c'est quand même de tout publier, y compris ce qui peut être mineur, mais ça fait que la moitié du volume est prise par quelque chose qui est vraiment très très moyen et qui tire vraiment en longueur, alors que la première moitié est beaucoup plus solide. Mais c'est solide, c'est pas exceptionnel. Et si ce que vous voulez, c'est vraiment découvrir le travail exceptionnel de Wagner et Grant sur Batman, la suite sera vraiment d'un bien plus haut niveau. Si vous êtes complétionniste, de toute manière, vous l'avez déjà acheté, donc ça sert à rien que je vous donne mon avis. Si votre idée, c'est vraiment uniquement d'acheter les volumes les plus intéressants, attendez la suite qui vraiment sera d'un autre niveau. Là, c'est intéressant, mais c'est pas encore aussi captivant que ça le sera bientôt.
Tiens, Thomas, c'est quoi ton avis justement sur ce type de récit? Alors, Batman Chronicles, c'est ici là, le volume 2 de 88. Je sais que tu l'as pas lu entièrement encore, mais grosso modo, toi, tu es plutôt du coup team complétiste, comme disait Siegfried, ou plutôt à sélectionner les volumes qui t'intéressent le plus? Ah moi je suis team complétiste, et j'adore la collection Chronicle et j'ai une bonne excuse, c'est-à-dire que comme je suis en retard, c'est-à-dire que j'ai 2 volumes de retard, j'ai quand même lu les 2 premiers épisodes pour me faire un avis, pour qu'on puisse en Mmh. parler. Bien sûr. Mais j'ai pas voulu tout lire parce que, je voudrais bien voir, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est de voir, l'évolution en fait et de voir aussi, comment l'époque, transparaît, dans les comics. Ah et puis aussi, l'intérêt des épisodes bien sûr, mais j'aime bien, tu vois, j'aime bien avoir, c'est pour ça que j'adore cette collection Chronicle parce que comme tu as tout, bah, même s'il y a le mauvais, je trouve que souvent c'est intéressant parce que, ça remet en avant, ce qui était bon, quoi. Dans le premier tome, je trouvais que c'était vachement intéressant parce qu'il y avait, Batman année 1 et ensuite il y avait, je sais plus comment s'appelait le scénariste, mais, c'était assez bizarre parce qu'on avait il avait écrit pour Dick Tracy et donc on sentait ça et là, c'est pareil, c'est-à-dire que dans le premier épisode, c'est, Marie-Jo Duffy qui, scénarise le premier où, Gordon devient, il y a une histoire d'agent secret, ça fait partie d'un crossover, de DC qui s'appelait Millennium, si je me souviens bien, où les trackers, donc des robots créés par les gardiens des Green Lantern, hem, c'était un peu une secret invasion, 30 ans avant ou 20 ans avant, Marvel, parce que les trackers, prenaient l'identité des gens et en fait cherchaient à dominer, à détruire l'humanité. Donc, ça fait un peu bizarre d'avoir à la fois une histoire d'espionnage, de robots, tueurs et tout ça, donc c'est un peu confus et l'épisode d'après, en effet, qui est par Grant et Wagner, sur, les ravages de la drogue, une drogue chimique, c'est vachement intéressant. Donc moi, j'ai les 2 premiers épisodes que j'ai lus sont très inégaux, mais je pense que, je prendrais vraiment plaisir à lire ce volume. Ouais, tu vois, Parce que c'est le marrant ce que tu dis justement, que c'est intéressant de voir la différence de niveau entre, et pour voir un petit peu l'évolution et adorer, enfin, revoir son jugement sur certains récits par Ouais. rapport à la nullité de d'autres. C'est un peu comme Benoît qui a rehaussé le tome 1 de DC Vampires après avoir lu le tome 2, par exemple. Et va c'est ça vendre qui est 2 très fois plus chouette. cher le tome 1 par rapport au tome 2. Voilà. C'est ça qui est Voilà. très chouette dans, leur idée qui est évidemment involontaire de, mettre à la fois des fascicules qui sont faits par Wagner et Grant et des fascicules qui sont faits par d'autres. Parce qu'ils font comme, comme disait bien Benoît, le premier est fait par Joe Duffy, le deuxième est fait par Wagner et Grant, donc on voit tout de suite le saut qualitatif et ensuite, après la vague Grant et Wagner, on a un récit sur, Poison Ivy qui est, scénarisé par Lewis Clark, et qui est tout de suite d'un niveau qui est vraiment beaucoup plus médiocre. Puis on passe, comme je disais, à cette grande intrigue des Fables par O'Neill et Jensen, puis Cowan et Curtis, et qui est aussi moins bonne. Donc ça permet vraiment de mesurer le contraste et donc la qualité de Wagner et Alan Grant. Ça donne envie de suivre Wagner et Grant justement parce que le reste est beaucoup moins bien. Donc c'est un peu ironique, c'est un peu involontaire, mais moi je suis content parce que ça permettra aux gens de vraiment se dire tiens, quand c'est Grant qui est là, c'est quand même autre chose. Team Grant. Donc Benoît, tu veux rajouter quelque chose par rapport à tout ça? oui, donc du coup, le volume 1 de DC Vampire, je le fais à 16 € et le 2, je le fais à 12. Voilà. Ça veut dire que tu donnes 12 € aux gens qui le veulent, c'est ça? Non, 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 non. Faut qu'il puisse acheter des lunettes après l'avoir lu. Non, mais après, vraiment, faut souligner la qualité des Chronicles parce que tu le disais, Siegfried, les bonus sont quand même exceptionnels, quoi. Quand tu regardes, enfin, l'ensemble des Leader Comics, bah, pour l'instant, c'est dans la version intégrale, voilà, pour l'instant, c'est Urban qui propose les bonus les plus intéressants, quoi. La préface de Greenberger à ce volume est passionnante. Il explique en un paragraphe, les relations entre les 2 séries Batman. Et ensuite il explique l'arrivée de Grant et de Wagner et c'est voilà, c'est passionnant, quoi. Tu même si peut-être c'est inégal après, tu as envie de te plonger dans la suite, tellement la préface est vachement bien, quoi. Bon, en tout cas, Mais moi, c'est ça vrai m'a que donné envie de les lire, déjà, du coup. non, 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 mais après, tu vois, c'est vrai que, on est parfois taquin, un peu pointilleux sur, les éditions d'Urban parce que du coup, ben, on traite que de ça dans les récits Batman puisque c'est eux qui éditent, du Batman, en France et du coup, on va pointer ce qui ne va pas, la plupart du temps, mais c'est vrai que de manière générale, il faut le dire aussi, les éditions d'Urban sont quand même,
qualitative, et ils font quand même du travail éditorial qui est quand même de qualité. Donc voilà, j'en profite quand même pour le relever, comme tu le Ouais. disais, Thomas. Achetez la JSC Chronicle, c'est vachement bien, et soutenez le Flash de Mark Waid parce que c'est exceptionnel, quoi. Et le Superman de Byrne, c'est aussi magnifique. Voilà. Voilà. Comme quoi, Thomas ne lit pas que du Marvel, vous voyez. Bah, bah, surtout en ce moment, je disais que Marvel, c'est pas. Si, je continue les intégrales et des omnibus, histoire de me faire les muscles en soulevant les omnibus. Mais en ce moment, c'est DC qui clairement est le plus intéressant, quoi. Bon, on n'en doutait pas chez Batman Legends, mais non, mais lisez, que ce soit du Marvel, du DC, en tout cas, lisez ce qui vous plaît, lisez surtout, prenez du plaisir à lire, et puis soutenez cette industrie qui est quand même en grande difficulté. Les amis, si vous n'avez rien d'autre à ajouter sur ce récit, on va conclure ce podcast. Donc déjà, merci beaucoup Thomas pour ton intervention dans ce podcast avec nous. C'était très agréable de t'avoir avec nous. Bah, merci pour l'invitation, c'était vachement sympa. J'espère que j'ai pas Avec trop plaisir. parlé parce que c'est mon défaut. Non, c'était très bien. Merci Benoît, merci Siegfried pour votre participation, comme d'habitude, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'ici. Vous avez les prix dans la description pour les récits DC Vampires de Benoît. Non, je plaisante, bien entendu. N'hésitez pas à nous laisser vous aussi vos avis sur les récits qu'on a évoqués dans ce podcast, que ce soit dans les commentaires sur YouTube ou sur batmanlegend.com ou sur nos réseaux sociaux. Vous en avez l'habitude. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Je Bientôt. plaisante pas, hein, pour la vente, hein. Au revoir.